Donc, je vous remercie d'être présent. Alors, nous allons commencer maintenant, puisque nous avons vraiment beaucoup d'intervenants, donc on va essayer de petit à petit tenir les délais. Alors, le thème aujourd'hui que nous allons aborder porte sur les enjeux de la médecine personnalisée dans le domaine de la santé publique, regard partagé entre politique, médecine, droit et éthique. Alors, tout d'abord, permettez-moi de remercier le sénateur Daniel Raoul, qui est président de la Commission des affaires économiques et qui a vraiment été notre parrain pour pouvoir nous installer ici au Sénat et qui nous a donné vraiment des très très belles conditions. Je tiens aussi à remercier Madame le professeur Hélène Gaumont-Prat, qui est la directrice du laboratoire de Paris 8 qui organise ce colloque, donc le laboratoire de droit médical et droit de la santé. Je tiens à remercier le groupe Pasteur Mutualité, qui est notre partenaire et qui nous a aussi aidé à financer ce colloque. Bien sûr, je remercie Nadia Bellomari, vraiment qui a été formidable dans l'organisation de ce colloque. Et on en a formé un bon petit groupe. Alors, beaucoup d'autres personnes ont contribué à ce colloque. Goretti Fouin, Cyril Fenagou, Vincent Bricou, Jean Bellico, nos doctorants, les doctorants qui vont être là pour assurer l'accueil aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à les contacter. Et Jean Langui, qui est notre doyen, qui malheureusement ne peut pas venir aujourd'hui, mais j'ai une forte pensée pour lui. Alors, je remercie par ailleurs tous les intervenants qui avaient préparé votre intervention, sans lequel ce beau colloque, j'espère, ne pourrait pas exister, ainsi que les participants. Alors, pourquoi ce thème de la médecine personnalisée? Eh bien, j'ai eu l'occasion de lire il y a 3 ans un mémoire d'un étudiant qui portait sur la médecine personnalisée. Et ça m'a vraiment beaucoup perturbée, au sens où je me suis dit c'est assez extraordinaire, ça va complètement révolutionner notre pratique médicale, la recherche, ainsi que les droits du patient. Donc petit à petit, je me suis intéressée. Et c'est un thème qui présente de très nombreux enjeux dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de l'assurance maladie, de l'industrie pharmaceutique, les compagnies d'assurance, les mutuelles, dont la présence de notre partenaire, ainsi que les fondations, associations, etc. Alors ça focalise beaucoup d'espoir pour les patients, avec de meilleures connaissances pour chaque individu du fait de son profil génétique, des nouvelles méthodes diagnostiques plus performantes, des traitements thérapeutiques beaucoup plus ciblés, de nouvelles préventions. Donc là aussi, ça va changer la donne par rapport à l'appréhension de chaque personne, ainsi que le développement de la recherche et de l'innovation, qui est très très important pour qu'on puisse développer ça encore plus en France. Alors, beaucoup de questionnements, des questionnements économiques, des questionnements éthiques par rapport à la discrimination, par rapport à l'égalité des soins, enfin, la responsabilisation des patients, voire même des revendications, parce que de plus en plus, les patients vont connaître l'intérêt de la médecine personnalisée et vont souhaiter pouvoir y avoir accès. Alors, c'est un thème qui est vraiment de grande actualité, au sens où un rapport provisoire a été déposé le 22 janvier 2014 et qui porte sur la médecine personnalisée à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et d'autant plus de grande actualité que nous avons le président de la République qui, le 4 février 2014, a posé le 3e plan cancer, et dans les 5 objectifs, il y a l'objectif du développement de la médecine personnalisée. Alors, pourquoi une approche transversale ? À mon sens, la médecine personnalisée ne peut pas être l'affaire uniquement des médecins ou des chercheurs. Il faut aller beaucoup plus loin. Et pour moi, c'est un problème de société, puisque ça nécessite la réflexion de tous. Et mon intérêt de cette journée, c'est de susciter la réflexion de plusieurs compétences autour de la médecine personnalisée. Voilà. Donc, sur les changements à court et à venir des acteurs. Voilà pourquoi on a fait appel à des parlementaires, à des chercheurs, à des anthropologues, des éthiciens, des patients, des économistes.
Pourquoi une approche internationale? Eh bien, je remercie vraiment les Québécois d'être venus jusqu'à nous. Hein, c'est un honneur. Et en fait, ils ont beaucoup plus évolué dans la réflexion concernant la médecine personnalisée, ce qui justifie leur présence ici. Alors la présence aussi de l'UNESCO, en la présence de Madame Stanton-Jean et Christian Bic, ainsi que de la directrice du comité d'éthique qui va venir aujourd'hui parmi nous. Donc c'est une institution qui fête ses 20 ans de réflexion bioéthique. Donc c'est aussi un symbole hein, pour la réflexion concernant la médecine personnalisée. Et pour terminer, les étudiants que je remercie d'être présents aujourd'hui parmi nous. Parce que c'est la jeunesse, c'est la responsabilisation, la responsabilité par rapport à la médecine personnalisée de demain. Donc, à mon sens, c'est vraiment très, très important qu'ils se préoccupent sur ce sujet. Alors, nous avons des étudiants en formation continue, en formation permanente, donc de 2 formations, master de droit de la gestion des établissements de santé et master de propriété industrielle et industrie de santé. Donc, on va laisser des plaquettes, hein, si ça vous intéresse, sur ces formations. Et nous avons aussi les étudiants du master de droit de la santé et de la bioéthique, des étudiants de Nadia qui seront parmi nous. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite un très bon colloque. Bonjour. Alors, quoi dire de plus hein? Bénédicte a presque tout dit. Je m'associe également hein, aux remerciements. Ce colloque n'aurait pas pu avoir lieu sans vous. Cependant, je voudrais faire une toute petite précision sur un point qui me semble extrêmement important, à savoir la définition de la médecine personnalisée. Parce que quand on y réfléchit, la médecine, depuis qu'elle est née, a toujours été personnalisée, en ce que les médecins, de tout temps, se sont efforcés d'adapter les traitements aux soins de leurs patients. Alors, pourquoi cette précision qui semble finalement redondante ? Sans doute parce qu'avec l'adjectif personnalisé, on a entendu souligner l'irruption puis l'intégration au sein même de la médecine personnalisée des biotechniques qui résultent, ces biotechniques, des connaissances progressivement acquises sur le vivant humain, avec notamment dans les années 2000 le décryptage du génome humain. Alors, pour résoudre notre problème de définition, qu'est-ce que la médecine personnalisée? Eh bien, on peut poser finalement 2 approches lorsqu'on fait ce constat, 2 approches de la médecine personnalisée. Une première approche qui est très stricte, dans laquelle la médecine personnalisée tend finalement à adapter le traitement au plus près des caractéristiques individuelles du patient. Mais une telle personnalisation n'implique absolument pas que des médicaments soient créés pour un seul individu. En fait, la médecine personnalisée se traduit ici avant tout par la capacité de classer en sous-catégories des individus en fonction de critères qui vont être la prédisposition à certaines maladies ou encore le traitement, la réponse au traitement. Alors, nulle question ici, bien évidemment, on l'aura compris, d'une médecine à la carte, une médecine qui offre le bon médicament à la bonne personne au bon moment. L'autre approche, en revanche, qui est beaucoup plus large, fonde la médecine personnalisée sur la capacité de prédiction des effets des médicaments. Et c'est de cette capacité de prédiction des effets des médicaments qu'on peut entrevoir tout un horizon des possibles, et notamment la prédiction des maladies dont seraient porteurs éventuellement les patients. C'est dans cette seconde définition, l'action médicale, elle est, comme elle est classiquement, elle n'est plus réactive. Il ne s'agit pas de lutter contre une pathologie qui est déjà déclarée. Bien au contraire, c'est une action qui se veut proactive, qui va prendre en charge la pathologie alors même qu'elle n'est pas apparue, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des gènes délétères, on sait qu'il y a des causes qui, éventuellement, eu égard à l'environnement, feraient apparaître ultérieurement une pathologie. Alors,
C'est cette médecine sur mesure qui fait porter sur le patient une responsabilité accrue, hein, une responsabilité plus grande quant à sa santé. Sans doute, le passage d'une définition à une autre dépend-il de l'état d'avancement de la recherche et plus spécifiquement de la mise au point de médicaments et de biomarqueurs, mais ça je laisse ça aux spécialistes qui sont ici et qui le développeront, qui s'exprimeront sur ces différents points. Bref, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais laisser la parole à Madame Bariza Chiari, la vice-présidente du Sénat et sénatrice de Paris, qui nous fait l'honneur de sa présence, malgré, je tiens à le souligner, un planning extrêmement chargé. Madame la vice-présidente. Merci. Merci. Merci à vous. On m'a demandé d'ouvrir ce colloque. Je suis une béotienne dans la matière et je suis persuadée que Daniel Raoult, qui est président de la Commission des affaires économiques et qui est en même temps un scientifique, l'aurait fait bien mieux que moi. Mais je vais tenter de ne pas trop vous décevoir. Alors d'abord, vous dire que je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au Palais du Luxembourg, hein, qui est quand même un haut lieu de débat. Et il y a là un sénateur honoraire qui connaît bien la maison, hein, pour y avoir passé presque 20 ans à la Commission des affaires sociales. Et donc c'est un haut lieu de débat et de discussion de la loi. Je remercie Madame Bénédicte Bévière-Boyer, maître de conférence à l'Université Paris 8, en droit privé, spécialiste de bioéthique, ainsi que Nadia Belle-Romary, docteur en droit, spécialiste du droit de la recherche et des biotechnologies, nanotechnologies, enseignante à l'Université Paris-Est Créteil, organisatrice toutes les deux de ce colloque, de m'avoir invité à en assurer l'ouverture. Alors, de tels événements sont finalement très importants pour confronter tant les opinions des chercheurs que mesurer les conséquences de ces évolutions sur la société plus généralement. La recherche française est influente dans le domaine médical. Récemment encore, une équipe française a pu réaliser une première mondiale en cardiologie permettant une avancée certaine dans la vie des malades. Cette excellence, je ne trouve pas qu'en cardiologie, elle est un peu partout dans la recherche française. Cette excellence ne se comprend pas seulement par la formation de bonne qualité qu'ont reçu les équipes, mais aussi par la capacité qu'elles ont à travailler avec d'autres équipes françaises, mais aussi avec des équipes d'autres pays. Le colloque d'aujourd'hui regroupe à ce titre plusieurs chercheurs venus du Canada et plus particulièrement du Québec, démontrant le caractère international de la recherche actuelle et finalement l'absence de frontières de la connaissance. Ce partage des connaissances, des pratiques, permet des avancées et une réflexion beaucoup plus nourrie. Le Québec a déjà engagé des réflexions poussées sur les questions de médecine personnalisée et il est certain que votre propos ou vos retours d'expérience seront très enrichissants pour les participants de ce colloque. Alors, dans ce contexte, que peut faire un politique ou une politique comme moi? Que puis-je apporter à la discussion? C'est la question que je me suis posée. C'est un questionnement qui est d'autant plus important que je suis peu versée dans le domaine médical, que je ne suis pas praticienne, que je n'ai pas effectué d'études dans le domaine. Alors, on peut s'interroger sur la présence du politique dans un colloque qui est complètement voué à la recherche et à la discussion autour de pratiques qui sont des pratiques nouvelles. Pourtant, vous le savez, le politique intervient fréquemment tant dans la recherche en général que dans le domaine de la médecine plus particulièrement. Chacun pensera à juste titre que le politique intervient fortement au travers du financement, bien sûr, qui est, j'en conviens, le nerf de la guerre. Et il est vrai que les élus, à travers des incitations fiscales aux entreprises, le crédit impôt recherche, le mécénat, et à travers aussi la politique de recherche publique, orientent une partie des crédits de recherche vers des objectifs précis, privilégiant ainsi tel ou tel domaine ou orientant par là même une partie de la recherche d'un pays. Ça, c'est le premier point. Cela est d'autant plus vrai que certains résultats, certaines innovations, certaines découvertes demandent du temps. La recherche est un processus qui s'inscrit dans un temps long, parfois en contradiction avec le temps court du politique. Il nous faut ainsi proposer des outils spécifiques inscrits dans la durée pour aider les chercheurs. Si nous votons chaque année le budget, nous veillons également à assurer le financement sur des périodes plus longues. Et cela a été cité par une de vous deux. Le plan cancer que le président de la République a annoncé mardi dernier
De fait, ce sont 60 millions d'euros sur 5 ans qui seront alloués à des travaux de séquençage des tumeurs. Dès lors, toute orientation générale de la politique de recherche n'a pas des conséquences sur seulement le court terme, mais également sur le long, voire sur le très long terme. En ce sens, assurément, les universitaires voient une partie de leur destinée intimement liée aux décisions d'élus. Donc c'est là où nous nous retrouvons. Ce simple fait devrait d'ailleurs nous inciter à multiplier les rencontres de ce type, de manière à favoriser une meilleure connaissance de chacun dans son rôle et dans sa fonction. Car si nous sommes tous attachés à la recherche, qu'elle soit médicale ou autre, nous sommes parfois devant des réalités que nous connaissons mal. Au-delà de ce point, je tenais à mettre l'accent sur un autre aspect qui est sans doute moins direct et pourtant joue beaucoup dans la structuration de la recherche et des équipes de scientifiques. En effet, les politiques sont extrêmement importants pour faciliter la pratique de la recherche. On oublie très souvent des aspects pragmatiques, mais la politique de visa et la politique d'immigration de travail est issue de décisions politiques et de l'action des élus. La recherche actuelle se fonde notamment sur l'échange interuniversitaire, l'accueil de membres pour des durées plus ou moins longues dans les équipes, la participation à des colloques internationaux, etc. Plus un État favorise la circulation des hommes et plus il facilite la circulation des idées et des pratiques. Nous intervenons donc beaucoup dans la recherche de manière indirecte en assurant une plus ou moins grande efficacité dans les procédures de recherche et de recrutement. Il ne s'agit pas d'une question neutre. En effet, beaucoup d'études ont montré que les équipes diverses, par leur origine ethnique ou nationale ou encore sociale, obtenaient souvent de meilleurs résultats et une plus forte progression que celles issues d'un même moule. Une équipe disposant de ressources diverses pourra sans doute plus facilement innover et trouver une solution inattendue face à un obstacle qu'une équipe trop homogène, dont les modes de réflexion sont parfois trop identiques pour être en capacité de sortir des sentiers battus. Le gouvernement a notamment proposé que la question migratoire, qui a une dimension à la fois nationale et européenne, puisse faire l'objet d'un aménagement autour de 3 concepts liés autour des 3 mots solidarité, prévention, protection. Si la politique d'asile est concernée, ces mesures auront également un impact sur notre politique d'accueil et l'image de notre pays à l'étranger, notamment auprès des futurs migrants qui sont formés et qui sont extrêmement mobiles aujourd'hui. Ils doivent avoir le sentiment d'être bienvenus pour rester chez nous. Toute erreur a des conséquences tant immédiates que sur le long terme. J'ai été parmi les premiers élus à combattre une circulaire ministérielle dite la circulaire Guéant du 31 mai 2011 concernant les conditions de séjour des étudiants étrangers diplômés pris sous le gouvernement précédent. J'ai fait voter une proposition de résolution au Sénat pour veiller à son abrogation dans les plus brefs délais. J'estimais que cette circulaire aurait des conséquences délétères sur l'attractivité de notre pays et sur l'attractivité en matière de recherche et de développement. Cela n'a d'ailleurs pas manqué puisque Campus France constatait l'année suivante une moindre fréquentation de Campus France à l'étranger par les futurs étudiants. Je vous signale qu'avec cette circulaire, Marie Curie n'aurait pas pu rester en France. Voilà, c'est un élément quand même qui est vraiment important dans le lien qu'il peut y avoir entre politique et recherche. Cette circulaire nuisait à la capacité de notre pays à s'inscrire dans un contexte d'échange économique croissant avec les pays du Sud, mais aussi à la qualité de nos équipes de recherche. Les masters, par exemple, étaient notamment un moyen d'attirer des étudiants venus d'ailleurs, de mesurer leur niveau, motivation, afin de voir s'ils pouvaient éventuellement constituer de bons éléments de futurs laboratoires. En cela, la période universitaire ouvrait vers le monde de la recherche et permettait de constituer des équipes plus soudées et solides. Vous l'aurez compris donc, les élus peuvent, par des décisions qu'ils prennent et des lois qu'ils votent, influer directement ou indirectement sur les milieux de recherche. Alors venons-en maintenant au colloque, à l'objet du colloque. La médecine personnalisée et l'action ou le regard des politiques dans ce cas précis. De fait, vous avez invité une non-initiée à venir s'exprimer. Vous avez sans doute bien fait car vous aurez un regard de non-spécialiste, un regard de citoyen. La médecine personnalisée suscite un grand intérêt auprès des parlementaires. J'en veux pour preuve
qu'un rapport est aujourd'hui en cours de rédaction à l'Assemblée nationale et au Sénat, au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, instance regroupant des élus des deux assemblées. Ce rapport, dirigé par mes collègues Alain Claes et Jean-Sébastien Vialat, étudie non seulement les diverses techniques qui recouvrent ce concept, mais également les enjeux qu'il dessine. On dit souvent que les parlementaires réagissent à contretemps des évolutions, pris par le rythme d'une actualité qu'ils ne font que poursuivre sans jamais la rattraper. On entend ainsi que c'est le 20h des chaînes d'information qui dictent l'agenda parlementaire de la semaine. Vous avez vraiment la démonstration, ici même, du caractère biaisé de ces constats. Nombreux sont au contraire les travaux du Parlement visant à analyser les évolutions de la société pour mieux les encadrer et préparer les enjeux qui les concernent. C'est aussi ce qu'on attend du Parlement, l'adaptation à l'immédiat, mais également la réflexion et l'action sur des questions touchant à notre avenir commun. Un parlementaire situe son action dans le long terme, anticipant les évolutions, prévoyant des mutations, accompagnant les transformations. Si l'on en vient plus concrètement à la médecine personnelle, cela signifie deux choses. Définir une pratique et maîtriser ses enjeux, notamment éthiques. La médecine personnalisée recouvre en effet un certain nombre de pratiques et d'évolutions très différentes. Il n'y a pas de réel consensus, ni de définition adaptée de tous, acceptée de tous de ces nouvelles techniques. Je m'attends d'ailleurs à ce que vous débattiez ici, hein, évidemment, pour détailler ce que, selon vous, recouvre ce terme. Le champ couvert par cette discipline fait pour l'heure question. Il est vrai que des notions des pratiques reviennent avec constance, telles la notion de médecine sur mesure, de médecine du futur ou d'adaptation de la médecine aux patients. Mais comme vous l'avez dit, Madame Bellemare, la médecine personnalisée, en fait, c'est ce qui se fait depuis la nuit des temps. On adapte, le médecin adapte, évidemment. Donc il faudra qu'il y ait une définition qui soit plus juste et plus précise de ce que c'est la médecine personnalisée telle que vous-même vous l'entendez. Les techniques rendraient en effet possible une meilleure prise en compte de la spécificité de chaque patient. Ce qui semble donc acquis, c'est le caractère personnalisé, personnel de la future médecine, sans pour autant que les pratiques le permettant, ni les champs recouverts, soient aujourd'hui objet de consensus. Il s'agira sans doute de mettre l'individu, son génome, ses caractéristiques propres, au cœur du processus médical, diminuant par là même les traitements globaux indifférenciés. Toutefois, au-delà de ces aspects généraux, les définitions précises tendent parfois à diverger, même si elles se recoupent sur bien des points. Beaucoup de praticiens reconnaissent l'ambiguïté de la terminologie et la confusion qui semble régner sur les pratiques et techniques concernées. Beaucoup s'accordant cependant sur le fait que la vraie médecine personnalisée, sous-tendant une réelle individualisation des traitements, était encore du domaine de l'objectif et non encore de la réalité. Sauf si on lit le Figaro de ce matin et qu'on observe quand même que le professeur Fabrice André de Gustave Roussy a fait état dans le Figaro d'un essai clinique sur la médecine du futur et qui était assez intéressant. Pardon ? Et qui est ici présent. Le professeur est là. Il est là, le professeur. Ah, très bien. Ouais. Très, très bien. Donc, il y a un grand article aujourd'hui, je pense que vous êtes informés. Cette confusion est d'autant plus dommageable que la médecine personnalisée tend à devenir un terme utilisé fréquemment par les laboratoires de recherche pharmaceutique, y compris des fois à des fins publicitaires. La presse quotidienne ainsi que les revues spécialisées tendent également à s'en faire régulièrement écho. C'est le cas aujourd'hui avec cet article fort intéressant. Alors, dans un tel contexte, il revient donc au législateur de donner une définition précise de cette nouvelle pratique afin d'en encadrer l'usage et de faciliter l'information du patient. Cette normalisation des pratiques permet ainsi de protéger les patients et les praticiens qui sont davantage conscients des réalités que recouvre ce secteur. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'empêcher la recherche, bien au contraire, mais de normaliser les résultats et de ne retenir, dans un premier temps, tout au moins, que les pratiques les plus acceptées et consensuelles. En ce sens, le législateur intervient comme un normalisateur, un créateur de normes qui assure le bon fonctionnement de la société et la relation harmonieuse des différents acteurs. Au-delà de cette question,
le législateur intervient également sur les enjeux économiques et éthiques de cette mutation. Le premier enjeu auquel le président de la République a répondu lors de sa présentation du plan cancer est de justice sociale. En effet, les traitements envisagés seront d'autant plus onéreux dans un premier temps, à tout le moins qu'ils seront personnalisés. De fait, le premier risque consiste donc à favoriser l'existence d'une médecine à multiples vitesses, dans laquelle les personnes les plus riches auront accès aux traitements les plus personnalisés et performants, tandis que les personnes en situation les plus fragiles devront se contenter de traitements plus standards. Il revient ainsi aux élus de définir la politique de remboursement de la sécurité sociale en mesurant le coût des différentes mesures et en assurant les financements nécessaires. Le président de la République a ainsi annoncé que la sécurité sociale prendrait en charge le recours au traitement personnel afin de ne pas priver des malades de traitement pour des questions de moyens. Il a cependant également veillé à prévenir les laboratoires pharmaceutiques de la vigilance des élus et administrations à la question des coûts des traitements. La responsabilité d'un élu est en effet également de ne pas favoriser des économies de rente dans lesquelles un acteur privé profite de subsides publics pour accroître une position dominante sur le marché. Vous l'aurez compris, l'enjeu consiste en un équilibre, en encouragement de la recherche, sans création d'un monopole et accès du plus grand nombre aux innovations. Nous pensons avoir proposé des mesures satisfaisantes à travers le plan cancer. Le dernier enjeu est principalement éthique et se décline en de multiples facettes. Le potentiel de la médecine personnalisée, et notamment de la pharmacie génétique, est important, mais recèle de nombreuses questions. Il suppose notamment que les chercheurs puissent avoir accès à l'information génétique d'un grand nombre d'individus lors des essais cliniques ciblés sur telle ou telle pathologie. Cela pose de prime abord la question de l'utilisation de ces données. Par ailleurs, lorsqu'on possédera des marqueurs ou des tests prédictifs suffisamment performants, il conviendra de s'interroger sur les tests eux-mêmes. Quand les effectuer, auprès de qui, quelle périodicité adopter? Certes, la prévention est efficace, mais convient-il aussi d'inquiéter les patients inutilement? Voilà des choix sociétaux qu'il revient non aux chercheurs, mais aux politiques d'assumer. Cela est d'autant plus important que la médecine préventive, notamment, décrit principalement un risque de développer une maladie accrue du fait d'un patrimoine génétique. Cependant, la maladie ne se déclenche pas systématiquement. Son déclenchement est le fait de nombreux autres facteurs, notamment les comportements, l'environnement, etc. Le professeur Axel Kahn rappelle à juste titre l'idée selon laquelle un gène codifie un destin. Un gène codifie un destin est une idée fausse qui procède d'une méconnaissance du gène. Je le cite. Un gène code les propriétés d'une cellule, et si l'on connaît parfaitement le jeu des gènes travaillant ensemble, les propriétés d'un organisme. Ainsi, le destin est-il la résultante d'un être vivant qui dispose de propriétés données, confronté à un environnement qui, lui, n'est pas génétiquement déterminé. Je ferme la citation du professeur Axel Kahn. Il convient dès lors d'éviter de vouloir soigner des personnes bien portantes sans preuve autre qu'une propension à pouvoir développer un certain type de maladie. Les progrès de la médecine prédictive, qui est une part de la médecine personnalisée, sont importants, notamment en ce qui concerne les maladies polyfactorielles ou polygéniques. On pense au diabète, à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires. Reste que la médecine prédictive dépend d'un large recours aux tests génétiques, ce qui ne manque pas de susciter des interrogations d'ordre éthique et sociétal auxquelles les élus devront apporter des réponses. Il ne fait guère de doute que nous serons amenés, à travers des lois éthiques, à poser des limites. Il ne s'agit pas de brider la recherche, mais bien d'encadrer des pratiques afin d'informer et de protéger tant les praticiens que les citoyens. Les progrès de la médecine personnelle sont importants et nous devons nous en réjouir. Il nous appartient cependant de veiller au bon usage. Que faire si demain les assurances exigent, avant chaque prêt immobilier, un test génétique? Que faire également si un employeur vient faire la même demande avant une embauche? Il est du ressort et de la responsabilité des élus de veiller au respect de la loi, au respect de l'intime, de la vie privée et du confort des citoyens. L'usage accru aux tests génétiques peut susciter des craintes sociétales et médicales
et ce d'autant plus qu'ils sont appelés à se généraliser du fait d'une diminution progressive de leurs coûts. C'est la fonction des élus de rappeler un certain nombre de principes et précautions en les inscrivant dans le marbre de la loi. L'individualisation croissante des traitements est une bonne chose, facteur de guérison plus sûr et de traitement plus confortable pour les patients. Toutefois, l'erreur, à mon sens, serait de vouloir recourir de manière trop préventive à l'usage des tests génétiques, faire du test génétique la panacée de toute médecine en oubliant l'impact d'autres facteurs serait tout autant délétère que de vouloir écarter cette belle innovation. Il appartient alors aux élus de veiller à la bonne utilisation de ces nouvelles pratiques. Il y a, mes chers amis, des combats à mener, des progrès à poursuivre sous la direction des chercheurs et le contrôle vigilant des élus. Je vous remercie. Très bien, donc votre colloque est bien ouvert. Et moi, j'ai essayé de faire un exposé sur politique et recherche. Et maintenant, je vous laisse à vos travaux de recherche. Merci Ça sera beaucoup. tempête sous les crânes. Merci beaucoup, Madame Barzakliari. Jean-Marc. Ouais. Nadia. Je faisais l'étude de chef.